Et si la renaissance africaine commençait aujourd'hui, ici, au Burkina Faso, imaginez un instant, un pays que l'on cite rarement, qui accomplit l'impensable sous le regard ébahi du monde. Ce n'est pas un conte ni une fiction, mais une réalité forgée par la volonté et le courage. Sous la direction audacieuse de son président, Ibrahim Traoré, le Burkina Faso vient d'effacer près de 5 milliards de dollars de dette nationale, sans recevoir le moindre centime d'aide occidentale. Pas un sou du Fonds monétaire international, pas un appui de la Banque mondiale. Aucun cadeau, aucune condition imposée par les puissances étrangères. Le Burkina Faso a fermé la porte aux créanciers traditionnels, refusant de perpétuer la logique de dépendance qui a, depuis l'indépendance, marqué la trajectoire de tant de pays africains. C'est une rupture radicale, un acte qui déconstruit des décennies de règles imposées au continent africain et qui redonne au mot souveraineté tout son sens. Comment un pays longtemps jugé fragile ose-t-il dire non là où beaucoup d'autres se résignent? Comment la voix d'un peuple peut-elle renverser le cours d'une histoire qui semblait immuable? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en décortiquant chaque étape de cette révolution silencieuse pour comprendre comment le Burkina Faso a défié les lois non écrites du monde globalisé. Ibrahim Traoré n'a pas seulement changé de méthode. Il a redéfini à la racine ce que signifie diriger un État africain au XXIe siècle. Sa toute première décision, brutale et inattendue, fut un refus catégorique de toute nouvelle dette. Plus aucun emprunt ne serait contracté auprès des bailleurs internationaux. Pour la première fois, un chef d'État africain proclamait publiquement « La spirale sans fin de la dette est terminée ». Même ses propres ministres ont été déstabilisés par cette rupture radicale avec la dépendance à l'argent d'ailleurs. Mais Traoré savait où se trouvaient tôt les vraies richesses du Burkina Faso, dans ses sols, son or, sa terre, et surtout dans la force de son peuple. Il a repris la main sur le secteur minier. Les contrats iniques ont été déchirés, la fiscalité sur l'or multipliée, les profits rapatriés au pays. Des brigades spéciales ont traqué l'exploitation illégale. Une fuite silencieuse de plusieurs millions de dollars chaque année a été stoppée net. Mais récupérer les ressources n'était qu'une première étape. Traoré a imposé une discipline budgétaire de fer. Toutes les dépenses jugées inutiles ou clientélistes ont été supprimées sans hésitation. L'argent public a été canalisé vers l'essentiel: la santé, l'éducation, les infrastructures et surtout le remboursement de la dette. Fini les projets de prestige, les privilèges pour une élite. Prenons un exemple concret. Avant cette révolution, chaque année, près de la moitié du budget de l'État était englouti par le service de la dette. Cela voulait dire moins de classes dans les écoles, des hôpitaux délabrés et des routes impraticables pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, l'école du village de Yako a pu rouvrir ses portes, accueillant 2 fois plus d'enfants qu'il y a 5 ans. À Ouagadougou, le centre hospitalier a pu embaucher des infirmières, acheter des médicaments et sauver des vies qui, autrefois, auraient été abandonnées. La vraie révolution, c'est d'avoir fait de la dette une cause nationale. Traoré a su transformer ce fardeau en un combat pour la dignité. Le remboursement n'était plus un dossier technique, il est devenu un défi collectif porté par la fierté burkinabé, une affaire de souveraineté vécue par tout un peuple. La dette était devenue un adversaire commun, visible, contre lequel tous luttaient dans une élan d'unité rarement observé. Pour assurer la réussite, Traoré a mené une guerre sans merci contre la corruption. Transparence totale, audit public, publication des comptes, sanctions féroces contre les fraudeurs. L'administration a été traversée par un souffle de rigueur qui rendait le détournement impossible. Les directeurs d'école, les ministres, les chefs d'entreprise, tous ont dû rendre des comptes. La presse locale, renforcée par de nouveaux droits, a pu dénoncer chaque abus, chaque tentative de retour aux vieilles habitudes. Rien n'était acquis. Le risque d'échec était gigantesque. Sans filet, sans aide extérieure, la moindre erreur pouvait précipiter la nation dans la crise. Mais Traoré a préféré la liberté risquée à la sécurité de la soumission. Et, contre toutes les prévisions, le pari a été remporté. En brisant le cercle du fatalisme, le Burkina Faso a prouvé que l'Afrique n'est pas condamnée à la dépendance. La souveraineté n'est plus un rêve lointain. Mais à quel prix ce pari a-t-il été gagné? Et que se passe-t-il quand la pression s'accentue, de l'intérieur comme de l'extérieur? Pour répondre à ces questions, revenons sur les racines historiques de la dépendance africaine. Depuis la fin des années 50, chaque nouvel État indépendant d'Afrique a dû composer avec un héritage lourd, celui des dettes contractées par les administrations coloniales, des infrastructures pensées pour l'exportation brute des matières premières et d'une économie taillée sur mesure pour servir les intérêts extérieurs. Dès les premiers jours de l'indépendance,
Les anciennes puissances coloniales se sont alliées aux institutions financières internationales. Chaque prêt du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale était assorti de conditions sévères: révision forcée des politiques publiques, ouverture des marchés à la concurrence étrangère et renoncement à une part précieuse de la souveraineté nationale. Prenons le cas du plan d'ajustement structurel imposé dans les années 90. Les agriculteurs burkinabés, champions du coton, ont vu le prix mondial s'écrouler à cause des subventions américaines et européennes. Dans le même temps, les engrais subissaient une hausse brutale, rendant la culture presque impossible sans s'endetter davantage. Les écoles, autrefois gratuites, ont vu fleurir les frais de scolarité. Beaucoup d'enfants ont dû quitter les bancs pour aider aux champs ou chercher un emploi en ville. Les hôpitaux, sous-financés, n'avaient même plus de quoi acheter des vaccins ou payer les infirmières. Les ressources naturelles, or et cuivre en tête, prenaient la route de l'exportation sans jamais enrichir la population. Les revenus mirifiques des mines s'évaporaient, tandis que les communautés minières s'enfonçaient dans la précarité. La dette, loin d'être un tremplin vers le développement, s'est révélée une chaîne invisible, liant le destin national à des intérêts étrangers, génération après génération. Oublier ce piège structurel, c'est accepter la répétition de l'histoire, la dépendance, la pauvreté, l'humiliation, malgré tous les sacrifices. Refuser de voir, c'est condamner le pays à tourner en rond, prisonnier d'un cercle vicieux où chaque promesse de renouveau se transforme en mirage. C'est l'histoire du Zaïre des années 80, du Ghana des années 70 et même de l'Argentine, piégée par ses créanciers au début du XXIe siècle. Pourtant, au cœur de cette spirale, une voix s'est élevée. Un leader a défié les règles imposées, refusant de courber l'échine devant le diktat international. Grâce à l'audace du président Ibrahim Traoré, une rupture historique s'est opérée. Mais comment ce pari impossible a-t-il été relevé? Et à quel prix? Tout a commencé par une prise de conscience collective. Le président Traoré a organisé dans chaque région des forums citoyens pour écouter les doléances et les propositions. Agriculteurs, enseignants, commerçants, jeunes diplômés, tous ont été invités à exprimer leurs attentes. De ces échanges, il est ressorti un constat. La dette étrangère était vécue comme une humiliation quotidienne, un rappel que le pays n'était pas maître de son destin. Traoré a alors lancé une grande campagne d'éducation populaire sur la dette. Des émissions de radio expliquaient, dans chaque dialecte, ce qu'était réellement la dette, comment elle se contractait, pourquoi elle limitait la liberté d'action du gouvernement. Dans les écoles, une semaine entière a été consacrée à l'histoire de la dette africaine, à ses impacts sur la vie de tous les jours. Cette démarche a permis de transformer un sujet technique en enjeu citoyen, de donner à chacun les clés pour comprendre et agir. Fort de ce soutien populaire, Traoré a pu entamer les premières de réformes douloureuses. Il a commencé par réviser les contrats miniers. Un audit indépendant, conduit par une commission composée d'experts burkinabés, de représentants syndicaux et de membres de la société civile, a permis de mettre à jour des clauses léonines, des royalties ridiculement faibles et des exonérations fiscales injustifiées. En s'appuyant sur l'exemple du Botswana qui a su imposer une gestion nationale de ses diamants dans les années 80, Traoré a renégocié, parfois au prix de menaces de procès internationaux, chaque contrat extractif. Les recettes fiscales ont ainsi doublé en 4 ans. L'argent dégagé a servi à lancer de grands chantiers: construction de barrages pour l'irrigation, électrification rurale grâce au solaire, création de lycées techniques et rénovation des routes nationales, vitales pour le commerce agricole. Chacun de ces projets a été conçu pour être autofinancé, sans jamais recourir à la dette extérieure. Mais la clé du succès, c'est la discipline budgétaire. Traoré a mis fin aux subventions aux compagnies privées étrangères, supprimé les véhicules de fonction pour les hauts fonctionnaires et instauré un plafond strict pour les dépenses administratives. Une loi de finances citoyenne a été promulguée. Chaque dépense doit être justifiée publiquement, chaque projet présenté devant une commission indépendante. Toute irrégularité entraîne une suspension immédiate, voire un renvoi. Cette rigueur a permis de dégager des excédents, utilisés pour solder progressivement la dette. Un fonds souverain, géré par la Banque centrale du Burkina Faso, a été constitué pour garantir la stabilité financière du pays. Il est alimenté par les recettes minières, agricoles et une partie des taxes à l'exportation. Ce fonds est audité chaque trimestre par un collège d'experts nationaux et internationaux dont les rapports sont rendus publics sur Internet et affichés dans chaque mairie. La lutte contre la corruption a été menée avec une détermination rarement vue en Afrique. À l'image du Rwanda de Paul Kagame
où la tolérance zéro contre la fraude a permis de reconstruire la confiance entre État et citoyens après le génocide, le Burkina Faso a instauré une agence indépendante de lutte contre la corruption. Ces agents, formés à l'étranger et protégés par un statut spécial, disposent de pouvoirs étendus pour enquêter sur les abus. En 5 ans, plus de 200 responsables publics ont été condamnés pour détournement, et l'argent récupéré a permis de financer plus de 50 dispensaires de santé. Mais cette transformation a un prix. Les groupes miniers étrangers, furieux de voir leurs privilèges menacés, ont déclenché une tempête de procès et de campagnes de désinformation. Les chancelleries occidentales, inquiètes de perdre leur influence, ont multiplié les pressions diplomatiques, cherché à diviser la nation, à semer le doute. À l'intérieur aussi, certains regrettent l'ancien ordre. Les anciens bénéficiaires du système, les importateurs privilégiés, les hauts fonctionnaires corrompus, ont tenté de freiner la réforme. Des grèves ont éclaté, des manifestations ont été organisées par ceux qui voyaient leurs avantages disparaître. Mais la cohésion du peuple et la vigilance des institutions ont permis de surmonter ces résistances. Un Conseil national de dialogue social, composé de représentants de toutes les couches de la population, a été créé pour apaiser les tensions et construire une vision partagée. Ce qui se joue, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est la possibilité pour l'Afrique d'entrer dans un nouvel âge, un âge de liberté, de maîtrise de son destin, de dignité retrouvée. Mais si le mouvement échoue ou se divise, c'est le retour de la soumission et du pillage qui menace tout un continent. Le souvenir du Nigeria qui avait tenté dans les années 80 de nationaliser son industrie pétrolière avant de céder sous la pression hante encore les esprits. Face à ces défis, le président Traoré sait que chaque décision compte. L'heure n'est plus à l'hésitation, mais à la défense résolue de cette révolution fragile. Il a lancé un programme d'éducation civique rappelant à chaque citoyen que l'indépendance ne se décrète pas seulement, mais se construit jour après jour par des choix concrets et des sacrifices partagés. Le secret de l'indépendance ne se limite pas aux États. Il commence en chacun de nous, dans chaque choix quotidien, dans chaque acte de responsabilité. L'aventure burkinabé n'est pas un miracle isolé. C'est un mode d'emploi pour celles et ceux qui rêvent de souveraineté économique et de dignité retrouvée. Première leçon, reprendre le contrôle sur ses richesses naturelles. Oublier, Torae, les contrats opaques qui ne profitaient qu'aux géants étrangers. Le Burkina Faso a osé renégocier chaque convention, auditer chaque secteur, imposer une fiscalité juste. L'or, le coton et toutes les ressources du sol appartiennent d'abord au peuple. À chaque exportation, une part équitable demeure désormais dans le pays, pour financer le progrès. Prenons l'exemple du Ghana, qui dans les années 2000 a lancé une réforme similaire sur le cacao. En augmentant la part revenant aux producteurs, le pays a pu réduire la pauvreté rurale et stabiliser ses finances, inspirant aujourd'hui le Burkina Faso pour ses filières agricoles. Mais la souveraineté ne se limite pas à l'extraction. Deuxième pilier, diversifier l'économie pour la rendre résiliente. Le Burkina Faso a misé sur une agriculture modernisée, mêlant savoirs ancestraux et innovation. Les coopératives agricoles se sont multipliées, soutenues par une politique d'irrigation ambitieuse et des programmes de formation. L'industrie locale a pris racine, transformant les matières premières sur place. Surtout, le pays a investi massivement dans l'énergie solaire, ouvrant la voie à une autonomie énergétique qui inspire toute la région. Dans la région de Bobo-Dioulasso, plus de 100 villages sont désormais alimentés par des panneaux solaires assemblés localement. Cela a permis de lancer de petites unités de transformation de mangue, de tomates, de beurre de karité, créant des milliers d'emplois et réduisant la dépendance aux importations. Troisième clé, l'engagement citoyen. Ici, nul n'est spectateur. Les coopératives, les groupes d'épargne communautaire et les fonds d'investissement patriotiques donnent à chacun un rôle à jouer. Investir localement, privilégier l'intérêt collectif, c'est l'affaire de tous, du villageois à l'entrepreneur. Un exemple frappant est celui de la ville de Koudougou, où une coopérative de femmes a mis en place un système de microcrédit pour financer l'achat de machines à coudre. En 3 ans, plus de 200 familles ont pu sortir de la pauvreté grâce à la production de pagnes locaux, revendus sur les marchés de la sous-région. Pourtant, rien de tout cela n'aurait tenu sans la transparence. La confiance du peuple naît de la vérité partagée. Au Burkina Faso, le gouvernement rend compte, implique la société civile et responsabilise chaque acteur public. Les budgets sont ouverts, les décisions débattues. Cette transparence a soudé l'adhésion autour des réformes et réduit les marges de la corruption.
Dans le quartier populaire de Zogona à Ouagadougou, des assemblées citoyennes se tiennent chaque trimestre pour discuter des projets financés par la mairie. Les habitants votent à main levée sur les priorités et le maire doit présenter un rapport public détaillé sur chaque dépense. Enfin, la souveraineté n'est pas synonyme d'isolement. Le Burkina Faso a choisi des alliances équilibrées, régionales et internationales. S'ouvrir au monde, oui, mais sans jamais se soumettre. Coopérer avec ses voisins, négocier d'égal à égal avec les partenaires extérieurs, ainsi s'invente une nouvelle diplomatie. Le pays a rejoint l'Alliance solaire sahélienne, un consortium de 6 nations africaines visant à mutualiser les ressources et les technologies pour accélérer l'électrification. Cette démarche collective a permis d'obtenir des financements à taux zéro, sans conditions politiques, tout en renforçant la solidarité régionale. Attention cependant, croire qu'il suffirait de copier la réussite burkinabé serait une erreur. C'est l'esprit d'adaptation, la volonté d'incarner ces principes dans chaque contexte, qui libère le potentiel caché de chaque nation. Comme le montrent les cas de la Malaisie ou du Chili, chaque pays doit inventer son propre parcours, en s'inspirant des réussites, mais en restant fidèle à ses réalités. Au bout du compte, chaque citoyen détient une parcelle du pouvoir de transformation. Les leçons du Burkina Faso dessinent un chemin. À chacun de choisir de l'emprunter selon sa propre mesure. Mais même un modèle aussi inspirant n'est pas à l'abri des obstacles. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il aller sans céder face aux pressions extérieures et aux défis internes ? L'histoire regorge de cas où la victoire semblait acquise, avant d'être remise en cause par l'usure du temps ou la division interne. Pensons à la Grèce antique qui, après avoir chassé ses tyrans, a connu la guerre civile, ou à l'Inde qui, après la victoire sur l'Empire britannique, a dû affronter la partition et la pauvreté. Aujourd'hui, la jeunesse burkinabé est consciente que rien n'est jamais définitivement gagné. Des campagnes de sensibilisation, des débats publics, des journées nationales de la souveraineté sont organisées chaque année pour entretenir la flamme. Les écoles enseignent l'histoire de la dette, mais aussi celle de la résistance, pour ne pas oublier que chaque génération aura à défendre ses conquêtes. Désormais, le choix n'appartient plus aux créanciers. Il est entre vos mains. À chaque époque, des peuples se dressent face à leur propre heure de vérité. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso l'ont prouvé. La liberté n'est pas un cadeau que l'on attend, mais une conquête que l'on arrache. Pendant tant d'années, il paraissait inévitable que la dette écrive le destin des nations africaines. Aujourd'hui, cet ordre a été brisé. Devant nos yeux, la domination s'effrite. La dette, qu'elle soit financière ou morale, reste un instrument de soumission. Accepter de la subir, c'est accepter que d'autres décident de nos choix, de nos rêves, de notre avenir. Mais le Burkina Faso a démontré que sortir du piège n'est pas une utopie. C'est le résultat d'une volonté partagée, d'un peuple rassemblé autour d'un objectif commun où chaque voix, chaque courage a pesé. Rester passif, c'est laisser l'histoire s'écrire sans nous. C'est accepter que la richesse quitte nos terres, que la dignité s'efface dans le silence. Mais agir, même contre la tempête, c'est ouvrir la voie à une souveraineté qui ne se négocie pas. Elle se construit patiemment grâce à la rigueur, à la transparence et à l'élan d'un peuple uni. Ce que le Burkina Faso a accompli n'est pas un miracle isolé. C'est un signal lancé à tous ceux qui refusent de céder. Le choix existe. Il naît d'une prise de conscience, grandit dans l'engagement, s'achève dans l'action collective. La liberté nationale n'est pas un slogan vide. Elle s'incarne chaque jour, parfois au prix de sacrifices, toujours pour l'avenir de celles et ceux qui viendront après. Chacun d'entre nous porte cette part de responsabilité. Croire en la puissance du possible, c'est briser la résignation. C'est refuser l'idée que la dépendance serait une fatalité, et oser rêver d'un futur où les richesses de la terre profitent enfin à celles et ceux qui la font vivre. Alors comment pouvons-nous tous participer à cette dynamique ? Voici quelques pistes concrètes. 1. S'informer. Comprendre les mécanismes de la dette, de la corruption, des contrats miniers. Lire, débattre, partager l'information. Organiser des conférences, inviter des experts, questionner les élus sur les choix économiques. 2. S'investir localement. Rejoindre une coopérative, un groupe d'entraide, un comité de quartier. Soutenir les produits locaux, privilégier les circuits courts, investir dans les entreprises nationales. Chaque achat, chaque investissement est un vote pour l'économie du pays. 3. Exiger la transparence. Demander des comptes aux responsables, participer aux réunions publiques, suivre l'utilisation des fonds publics. Soutenir les journalistes d'investigation, protéger les lanceurs d'alerte, encourager les démarches citoyennes. 4. Défendre la solidarité.
Refuser la division, combattre les discours de haine, promouvoir l'unité nationale. Soutenir les plus vulnérables, créer des ponts entre les régions, les générations, les communautés. 5. Rester ouvert au monde, mais sur ses propres termes, apprendre des autres, négocier d'égal à égal, refuser les diktats. Bâtir des alliances avec ceux qui partagent les mêmes valeurs de respect, de dignité, de justice. À vous maintenant de prolonger cet élan. Osez poser des questions, débattre, proposer sans relâche. Chaque parole, chaque geste compte dans la marche vers l'indépendance authentique, car l'autonomie ne se reçoit pas. Elle s'arrache, elle s'invente ensemble. Le moment est venu de décider qui écrira la suite de votre histoire, les créanciers ou vous-même. La renaissance africaine commence ici, aujourd'hui, et elle n'attend que vous pour s'épanouir pleinement.